Bonsoir, bienvenue à ce Facebook Live. Je suis Jean-Yves Dana, je suis le chef du service Monde à la Croix. Et mon invité, qui est également l'un de mes collaborateurs, Dorian Malovic. Bonjour Dorian. Bonsoir. Dorian, à qui nous avons demandé de venir ce soir pour parler évidemment du dossier du moment en matière d'actualité internationale, celui qui nous préoccupe tous, en tout cas que nous avons en ligne de mire pour la semaine prochaine, d'ici 5 jours, à savoir le fameux sommet qui doit avoir lieu mardi prochain à Singapour entre le président Trump et le président nord-coréen Kim Jong-un. Donc ce sommet finalement aura lieu, de toute évidence. C'est un événement déjà qualifié d'historique. Dorian, est-ce qu'en quelques mots, on peut déjà dire pourquoi on qualifie cet événement d'historique? Bien, écoutez, d'emblée, on a un sommet qui s'annonce confirmé. Jusqu'au dernier moment, on pourra toujours avoir quelques frayeurs. Il semble que personne, ni Trump, ni Kim, ne tournera le dos au sommet. Toute la logistique est en place. D'ores et déjà, ce sommet va se tenir, et ce qu'il a d'historique, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'Asie du Nord, c'est-à-dire sur la péninsule coréenne, un président américain en exercice va rencontrer le leader nord-coréen en place en ce moment. Et rien que cela est déjà un élément historique. Alors moi, j'ai la mémoire courte, mais pas tant que ça. J'ai quelques souvenirs d'il y a quelques mois, je dirais 4, 5 mois, même pas. Peut-être 6, mettons, allez, soyons généreux, où Donald Trump, à la tribune des Nations Unies, lorsqu'il y avait l'Assemblée Générale, donc c'est un peu plus que 6 mois en réalité, fait un discours enflammé, son premier pour le coup, à cet endroit. Et sur le leader nord-coréen sort l'artillerie lourde, le qualifie de nom, disons, infâme, d'insulte. Qu'est-ce qui fait que, quelques mois plus tard, on se retrouve là à parler de leur imminente rencontre? Là, c'est vraiment, encore une fois, ça peut répondre à cette question de ce que ce sommet a d'historique. C'est-à-dire, si on avait eu un grand processus diplomatique depuis des mois et des mois et des mois, depuis des années, des dialogues, des rencontres, des délégations américaines, nord-coréennes déjà qui soient engagées dans le processus, on arriverait à ce sommet, on disait voilà, on aboutit. Là, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est produit. Et c'est vrai qu'en septembre, il dit à la tribune, il faut détruire totalement la Corée du Nord. C'est à l'esprit, quand même, on n'est pas on est au-delà de l'invective, on est dans la menace de guerre à la tribune des Nations Unies. Il est vrai que quelques jours avant, la Corée du Nord avait procédé à un essai nucléaire souterrain, le plus fort de ces 5 essais précédents, c'est-à-dire qui était 10 fois supérieur à la puissance d'Hiroshima en 1945. En fin novembre, la Corée du Nord procède à un tir de missile qui, lui, va pouvoir toucher n'importe quel point des États-Unis. Donc on est au bord de la guerre au mois de décembre 2017 et tout bascule le 1er janvier 2018, c'est-à-dire encore symbolique, c'est pour nous le nouvel an. En Corée, c'est aussi le nouvel an, c'est le début de la nouvelle année. Et Kim Jong-un dit dans son discours de nouvelle année au président sud-coréen, je suis prêt à envoyer une délégation aux Jeux Olympiques d'hiver et je suis prêt à discuter de pacification et de dénucléarisation. Et depuis janvier, on est dans une effervescence diplomatique tous azimuts dans la région. Tous les acteurs de la région, la Russie, la Chine, la Corée du Sud, Corée du Nord, Japon et États-Unis sont en ébullition et n'ont cessé de dialoguer, se rencontrer, se croiser et discuter pour que finalement ce sommet se tienne, mais que chacun ait dans sa besace des éléments de garantie, de soutien, de protection dans l'éventualité d'un processus qui se déclencherait mardi prochain avec Trump. Alors dis-moi si je me trompe, Dorian, il me semble que dans toute cette histoire, Donald Trump joue de l'effet de surprise qui est en quelque sorte sa constance, notamment dans le domaine diplomatique, prendre de court tous ses interlocuteurs. À l'inverse, on a l'impression que chez Kim Jong-un, les choses sont posées d'avance comme l'objectif ultime qui est ce moment où il rencontre le président américain.
en quelque sorte, on a chez lui presque une stratégie de longue haleine pour arriver à ce moment-là, alors que chez le président américain, on a plutôt l'impression de quelque chose qui s'est improvisé et qui s'est profilé au fur et à mesure. Est-ce que ça correspond à une réalité que toi tu te fais de la manière dont les choses se sont passées? C'est une bonne perception, c'est-à-dire ce qui est étonnant en fait dans ce processus, c'est que, comme tu le dis, la Corée du Nord est vraiment stratégiquement organisée. C'est une obsession depuis des années. Elle a toujours dit qu'elle voulait rencontrer le président américain, quel qu'il soit. Elle voulait être respectée, traitée d'égal à égal et pacifier la péninsule. Donc ça, c'est permanent. C'est-à-dire c'est pas subitement une improvisation. Maintenant, on a une convergence, une sorte d'alignement de planètes absolument étonnant dans la région, mais inattendu, parce que Donald Trump, sa carte de visite, c'est quand même effectivement la déstabilisation, le déboussolage de tout le monde, que ce soit sur le traité avec l'Iran, que ce soit avec Jérusalem ou autre. Oui, lui, c'est dans mon intérêt, j'y vais. Voilà. Sinon, ça m'intéresse pas, et on le voit dans d'autres dossiers, en effet. Exactement. On le voit sur l'Iran aussi. Exactement. Voilà. Je pense qu'avec ce qui s'est passé début janvier, avec Kim Jong-un, il s'est rendu compte que, probablement, dans la perspective d'élections primaires, aux États-Unis au mois d'octobre, où la majorité du Congrès pourrait basculer du camp démocrate, il se dit que s'il remporte un succès, s'il peut crier victoire en disant « Voilà, moi, j'ai réussi là où 4 de mes prédécesseurs ont échoué », ce qui n'est pas rien quand même. Enfin, il dirait « Voilà, moi, je vais régler ce problème nord-coréen ». Alors, il a saisi cette opportunité. Très émotionnellement, le 8 mars, à la Maison-Blanche, il y a une délégation sud-coréenne qui est là, qui vient rendre compte à Trump d'un sommet qui a eu lieu à Pyongyang quelques jours avant, et il rentre dans le bureau et il dit « Je suis d'accord pour rencontrer le leader nord-coréen ». Et à partir de là, effectivement, il est engagé, personne ne savait rien dans son entourage. Ça veut dire qu'il a pris tout le monde de court à la Maison-Blanche. Voilà, et il a fallu du coup s'ajuster à ses désirs, et je dirais le sort en était jeté. Mais il fallait assurer après. Et c'est vrai que la profondeur du dossier, l'épaisseur du dossier, fait que ça ne pouvait pas se préparer en quelques semaines. Mais là, ça s'accélère. Et les prétentions un peu irréalistes de départ, qui voulaient que Trump exige de la Corée du Nord un démantèlement total, irréversible, permanent de son arsenal nucléaire, mais en quelques semaines, soient appliquées. Bon, petit à petit, il y a quand même aux États-Unis des gens extrêmement intelligents qui connaissent parfaitement le dossier nord-coréen, qui ont quand même un petit peu allumé la lumière en disant « ça va pas être si simple, ces prétentions-là, il va falloir les garder, mais les minimiser et commencer à voir un peu plus loin. » Alors, chers amis internautes, n'hésitez pas à interrompre notre échange avec vos questions. Je pense que c'est important qu'on soit dans une interaction avec vous qui nous écoutez. Je fais une relance quand même, cher Dorian, là-dessus. Effectivement, on voit bien ce qui, dans ce dossier, est l'enjeu pour chacun des deux. Qu'est-ce qu'il a à gagner de ça? Tu as bien résumé la chose, aussi bien pour Trump et l'enjeu électoraliste pour lui aussi, on l'a compris. Et puis c'est un rayonnement, disons-le. Il bat en brèche aussi le multilatéralisme qui est en général défendu par ceux qui essayent de trouver des accords de cette nature. Et pour Kim Jong-un, effectivement, se retrouver à cette table et être reconnu comme la puissance qu'il prétend être. Voilà. Donc là, on comprend l'enjeu de ce qui est autour de la table et en quelque sorte des surmois des deux, si tant est qu'ils en aient un. Voilà. Après, ce qui est intéressant, et tu l'as un peu évoqué, c'est ce qui est sur la table, cette fameuse notion de dénucléarisation sur laquelle chacun met quelque chose. Est-ce qu'on est toujours dans un dialogue où chacun fait semblant de ne pas comprendre ce que l'autre a comme visée, ou bien est-ce que finalement les violons s'accordent? On est un petit peu en face d'un marché de dupes, en réalité, parce qu'on ne peut pas imaginer que l'un ne sache pas ce que l'autre pense, et inversement, si Trump veut la dénucléarisation rapide en 3 semaines, c'est ce qu'il a dit, donc ça c'est la pression, c'est le mode de négociation. La Corée du Nord, elle exige des Américains un pacte de sécurité. Elle veut la garantie que les États-Unis n'agresseront pas militairement la Corée du Nord. Donc chacun a dans la balance sa demande et son exigence adverse. Et effectivement, au fur et à mesure, tout le monde s'ajuste, sachant bien ce que l'un peut céder et ce que l'autre ne peut pas céder. C'est-à-dire aussi bien Trump va
probablement pouvoir s'engager à garantir une fin des hostilités. Par exemple, ça va être dans une déclaration de fin de guerre. On peut s'attendre à une déclaration de fin de guerre. Ça, ce sera une déclaration... Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une guerre. Absolument. Et c'est pour ça que l'enjeu est important. C'est-à-dire, techniquement, la guerre de Corée s'est terminée par un armistice en 1953. C'est-à-dire que ce n'est pas un traité de paix. On parle d'une guerre qui a eu lieu au milieu du XXe siècle. Exactement. C'est bien ça. Donc on remonte. Et sur laquelle il doit encore y avoir la paix qui doit être statuée. Absolument. On est dans le dernier vestige de la guerre froide. Guerre froide, c'est un terme que probablement même des jeunes générations ne connaissent même pas, et qui aujourd'hui va peut-être être levé. C'est-à-dire qu'on va peut-être arriver au bout de cette guerre froide qui est maintenue et symbolisée entre les deux Corées par cette zone démilitarisée, frontière fermée des deux côtés. Donc, si vous voulez, là, pour les deux, il va bien falloir que Trump fasse un pas vers Kim en disant « Bon, je m'engage à mettre fin aux hostilités. Lui, de l'autre côté, fort de cette garantie, il va falloir avoir la mesure de cette garantie, mais fort de cette garantie, d'accord, je vous écoute, très bien. Moi, de mon côté, je suis prêt à faire aussi des concessions. Il a déjà commencé en détruisant son site d'essai nucléaire souterrain, dont on sait que... Le jour même, d'ailleurs, où Trump, quelques heures plus tard, voire une heure plus tard, disait « on annule tout ». On annule, voilà. Donc, bon, là encore, c'était des coups de bluff. C'est des deux bluffeurs aussi. Ils sont plein de sang-froid, plein de bluffs tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait... Mais ils ont le sang chaud, visiblement. Ils ont le sang chaud, mais finalement, ils ne sont pas si antinomiques. Oui, j'allais dire, je suis curieux de voir l'échange qui aura entre eux mardi, où on peut s'attendre... avec des images qu'on a en tête à une rencontre cordiale entre deux chefs d'État, on peut aussi avoir quelque chose d'extrêmement chaleureux entre deux hommes soucieux de démontrer à quel point ils se sentent finalement proches, presque en filiation. Chacun, surtout n'oublions pas, chacun est soucieux de son image. Pour Trump, ça nous paraît évident, parce qu'on sait que c'est un showman, c'est un boss de télévision, de télé-réalité. Ce qu'on oublie un peu, c'est que dans le contexte nord-coréen, les images de la propagande nord-coréenne sont toujours mises en scène, sont toujours organisées pour donner le visage le plus rayonnant, le plus important aux leaders. Et les informations sont toujours orientées. Donc l'image qui va être faite de Kim pendant le sommet, pour le monde, ça va être important, parce que finalement, on a bien vu que l'image de Kim Jong-un, dictateur, leader de la dernière dictature stalinienne de la planète. Elle s'estompe, cette image, elle n'existe plus vraiment. Avec un Trump incertain, complètement foufou, enfin je veux dire, qui est vraiment déstabilisant. Et son image à lui, à l'intérieur du pays, parce que ça va être très important, ces images-là, qui vont être véhiculées, pas en direct comme pour le monde entier, mais elles vont être sélectionnées et elles vont être diffusées au fur et à mesure, et elle va montrer notre leader, qui depuis des années, la dynastie se bat contre l'ennemi américain. Finalement, ça va être présenté comme le leader américain a cédé, est venu à la rencontre de notre leader, qui lui a gagné, parce que s'il y a la rencontre, c'est parce qu'on est arrivé à être un État nucléaire, que cet État nucléaire a poussé les Américains à faire un pas. Et ça, c'est gagné. Tu le présentes tout ça comme la rencontre de deux hommes. Là, j'ai une question d'internaute, François Xavier, qui nous interroge justement, est-ce que derrière les deux hommes, il y a des appareils qui travaillent? En gros, quel est le rôle de leur appareil diplomatique respectif à l'un et à l'autre? On a vu qu'il y avait eu des rencontres récemment, peut-être tu peux nous en dire deux mots. En gros, on a affaire à une rencontre entre deux personnalités, plus ou moins imprévisibles l'un ou l'autre, mais aussi entre deux appareils diplomatiques qui ont montré un savoir-faire ces derniers jours. Absolument. François Xavier, vous avez absolument raison. Évidemment, on se focalise sur les personnalités qui sont quand même pas anodines. Vous avez le leader nord-coréen, un régime, il a 34 ans, il a échappé, à mon avis, à pas mal de turpitudes depuis qu'il est au pouvoir en 2011. Il a survécu, il a voulu garantir sa sécurité intérieure. Il a garanti sa sécurité extérieure. Il n'est pas tout seul. Il a tout un appareil politique et diplomatique avec lui, avec des gens qui sont en poste depuis 25 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens que même les Clinton dans les années 90, les Bush dans les années 2000 et même les Obama dans les années 2010 ont plus ou moins rencontré, croisé, parce qu'il y a eu des dialogues
en coulisses derrière ces dernières années. Et effectivement, ce sont les mêmes. C'est une diplomatie qui connaît ces dossiers. Donc, qui ont travaillé avec le père, pour le coup. Avec Kim Jong-il, jusqu'à sa mort en 2011, évidemment. Et les demandes nord-coréennes, finalement, elles sont toujours les mêmes. Hein. Donc, les Nord-Coréens, eux, ils ont bien travaillé. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils savent très bien les marges qu'ils peuvent avoir. Du côté américain, on a toujours présenté Trump comme farfelu. Bon, il a quand même des gens extrêmement compétents, et on l'a vu ces dernières semaines avec des personnalités de la CIA, Andrew Kim, qui était à la Maison-Blanche la semaine dernière avec Kim Yong-chol, le Nord-Coréen. C'est des types qui sont sur le dossier nord-coréen là aussi depuis des années. Vous avez eu des délégations en Corée du Nord qui ont discuté de la logistique et de la substance de ce qui allait être discuté, avec des gens, encore une fois, nés en Corée du Sud, naturalisés américains, bilingues, qui connaissent parfaitement les dossiers. Donc derrière, évidemment, ça fonctionne, et effectivement, tout ça est assez concentré. Mais les deux qui vont incarner tout ça, finalement, qui vont être visibles, le reste, on ne le verra pas, ces deux-là, c'est l'image pour la postérité, ce sont Kim et Trump. Trump, on voit à peu près, on commence à voir, j'allais dire, oui, comment il fonctionne. Oui. À force de lire chaque matin ou presque les tweets qu'il envoie, à force de le voir à l'œuvre, pérorer et faire la démonstration de sa manière de gouverner son pays. Donc lui, finalement, j'allais dire, il n'y a pas trop de suspense sur la manière dont il va incarner son personnage pendant ce sommet, et comment enfin voilà, la manière dont il va lui donner une certaine couleur. Oui. Kim Jong-un, c'est le plus grand mystère. Par contre, je pense qu'on sait peu de choses de lui de toute façon, et qu'on l'a rarement vu dans ce type d'exercice, voire jamais. Ah bah oui, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on sait de lui finalement? Écoutez, comme personne. C'est comme tout l'entourage de la famille Kim, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose parce que c'est quand même une personne inaccessible. François-Xavier, dans son petit message, parlait de deux personnalités imprévisibles. Est-ce que c'est exact, ou est-ce que Kim, finalement, le mot imprévisible ne lui correspond pas? Ah non, alors Kim n'est pas imprévisible. Enfin, il a toujours mis en place... Il est imprévisible parce qu'on ne les connaît pas, parce que le monde extérieur ne s'est jamais penché sur la façon de fonctionner de la Corée du Nord. Comment elle interagit, ce qu'elle a dit, ce qu'elle veut faire. Tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle fait aujourd'hui, elle l'a dit il y a des années. Ce que fait Kim Jong-un aujourd'hui, il l'a dit depuis 2012. Donc, comme on a des a priori très négatifs sur la Corée du Nord, parce que le régime n'est pas un régime libéral, démocratique, et qu'il bride les libertés religieuses de presse, de pensée, etc., évidemment, il y a moins de légitimité, et on s'en préoccupe beaucoup moins. Mais en réalité, tout est assez prévisible. Maintenant, j'en prendrai pour exemple le sommet intercoréen le 27 avril entre les deux leaders sud-coréens et nord-coréens était assez imprévisible quelque part, parce que lorsqu'il a invité le président sud-coréen à passer la frontière vers le nord, ça s'était pas écrit, je dirais, dans la mise en scène, donc c'était spontané. Le deuxième sommet, quand il se serre dans les bras, c'est pas du tout une pratique coréenne. On se prend pas dans les bras, on n'est pas en Amérique du Sud, hein. On se prend pas comme ça, on n'est pas dans les pays slaves non plus. Donc quelque part, si ce Kim Jong-un qui a été en Europe, qui sait très bien comment fonctionne le monde, faut pas croire. Même s'il n'a que 30 ans ou 31, 34 ans, 32, 33, oui. Il a eu, je dirais, une maturité accélérée, et finalement il sent très bien les choses. Il est coaché par sa sœur, sa petite sœur cadette de 30 ans, c'est drôle, qui est là. Ouais. Ça, c'est pas à négliger. Elle, on l'a découverte aussi pour le coup au moment des Jeux Olympiques. C'est là qu'on l'a vue. La première de la dynastie Kim qui pose le pied en Corée du Sud quand même, et qui se trouve derrière le vice-président américain Mike Pence devant les épreuves sur l'estrade. Donc effectivement, tous ces gens-là nous sont pour le grand public assez inconnus, mais en réalité ils sont là et ils ont un rôle à jouer. On peut s'attendre à quelque chose d'assez surprenant entre finalement Kim Jong-un, et c'est un homme, de mon point de vue, de ce que j'ai pu en entendre de certains, c'est un homme chaleureux dans l'intimité, je veux dire, qui sait vivre, qui est un humain comme tout le monde, et qui est probablement est beaucoup plus humain
comme image en tout cas par rapport aux Nord-Coréens, est aussi humain finalement que Trump dans ses envolées lyriques, dans son tempérament, etc. Maintenant, il va falloir que, bon, il va garder quand même une certaine retenue. Maintenant, et peut-être que Trump, si ça se passe bien à la matinée, premièrement pour commencer, ça va pouvoir se poursuivre. Peut-être que finalement, à la Trump, quelque chose, un fluide va passer, même si l'enjeu est quand même énorme. Mais les deux en se rencontrant, ont déjà gagné quelque chose. Donc quelque part, on peut avoir une sorte d'assouplissement dans la relation entre les deux, même si le moment est quand même honorable, enfin c'est quand même pompeux. On a une question intéressante de Stéphane qui nous interpelle sur le fait que Trump, on dit que Trump, dit-il, tient ses promesses de campagne souvent pour le pire. Bon. Trump avait-il pris des engagements à l'égard de la Corée du Nord pendant la campagne? Et si oui, quels étaient-ils finalement? Est-ce que c'est un sujet sur lequel il avait eu l'occasion de s'exprimer avant de devenir président? Oui, durant sa campagne, il avait dit, bon d'abord, alors là encore, pendant sa campagne, il avait dit « je m'occuperai de ce dossier ». Il savait très bien que ce serait le premier dossier brûlant de politique étrangère qui tomberait sur son bureau. Le 21 janvier, en arrivant à la Maison-Blanche. Donc il avait dit, bon, au-delà des expressions maladroites, malheureuses ou extrêmes sur le leader de Corée du Nord, il avait dit, je suis prêt à le rencontrer, il avait dit pendant sa campagne, je suis prêt à le rencontrer, je suis prêt à partager avec lui. Quand il en parlait, c'était pas pour dire on va bombarder ce pays, c'était plutôt pour aller vers une solution. Il avait aussi dit ça, parce que le discours a évolué. Et quelque part, il fait aussi ce qu'il dit, ce qu'il a dit. Alors, ce qu'il a dit est multiple, mais donc là, ça lui laisse de la marge. Ce qu'il a dit est toujours à lire sur ce fameux vecteur America First. Voilà, ça doit profiter à l'Amérique. Absolument. D'où c'est... Alors après, on peut contester l'intérêt pour l'Amérique d'un certain nombre de décisions qu'il prend. Ça, c'est un autre débat. Là, aide-nous à comprendre peut-être quel est l'intérêt pour l'Amérique de cette résolution de ce vieux conflit avec la Corée du Nord. Je pense que ça mettrait fin à une guerre que personne n'a gagnée. Cette guerre a été terrible, elle a été de 50 à 53, 1 an de combat seulement, 3 millions de morts sur toute la péninsule, 2 ans de négociations, armistice, lequel armistice devait être temporaire et un traité de paix devait suivre. Ça ne s'est jamais fait. Et finalement, les Américains ont peut-être la perception d'avoir perdu cette guerre, quand même. Et quelque part, jusqu'à aujourd'hui, vous avez quand même des conservateurs américains qui n'ont pas digéré cela et qui n'acceptent même pas encore que Trump aille discuter avec le dictateur du régime stalinien de la planète, le dernier régime stalinien de la planète. Et il y en a Bolton, je veux dire, Sécurité nationale, n'a pas hésité à comparer la Corée du Nord, ou de dire, voilà, avec la Corée du Nord, on va faire comme la Libye, ce qui a enflammé les Coréens du Nord, évidemment. Sachant que Bolton, il a une longue histoire dans la diplomatie américaine, il n'est pas venu de la dernière pluie. Exactement, donc il savait très bien ce qu'il faisait. Il y a encore Giuliani, l'ancien maire de New York, qui dit, Kim Jong-un s'est mis à genoux devant Pompeo, et il a supplié de préserver le sommet. Enfin, vous avez encore cela, parce qu'on l'a vu dans les années 90, 2000 et 2010, que ces conservateurs-là ont pilonné tous les processus qui avaient commencé et qui n'ont jamais abouti entre les États-Unis et la Corée du Nord. S'il y a une pacification quand même dans cette région, c'est quand même un endroit du monde où il y a quelque chose qui va se régler quand même pour les Américains, qui vont pouvoir, à mon avis, se recentrer ou continuer à se recentrer sur la Chine. Parce que c'est quand même le bouc émissaire nord-coréen qui était bien utile aux Américains pour justifier un armement et l'envoi de troupes toujours au Japon ou en Corée du Sud contre la Chine qui commence à monter en puissance dans le Pacifique. Mais regardons à court terme, pour Trump, la victoire, elle est très à court terme et il pourra, quoi qu'il se passe après, on a tout, la mémoire, elle n'est pas si longue que ça, il aura réussi à dialoguer et s'il réussit rien qu'à avoir une pacification, il pourra se glorifier de cela. Bien sûr. Et là, il aura aussi gagné quelque chose. D'accord. Alors, dans notre jeu de ping-pong verbal, revenons de l'autre côté, c'est-à-dire chez Kim. Là, on a une question intéressante d'Astrid
donc une internaute qui Oui. nous interpelle sur la personnalité de Kim à nouveau. On en Oui. parlait un peu tout à l'heure. Oui. Alors Astrid nous demande, plutôt attire notre attention sur le fait que ce sont surtout les médias, j'allais même dire les médias occidentaux, Oui, oui. qui donnent une image imprévisible du dirigeant de la Corée du Nord, voire une image un peu effrayante. Exactement. Et lui-même, j'allais dire, c'est un peu le complément de sa question. Est-ce volontaire de la part de ce dirigeant de donner cette image, de jouer à faire peur? Parce que dans sa propagande, peut-être tu peux parler du reportage que tu as fait et de Absolument. ce que tu as ressenti de cette propagande quand tu étais sur place. Est-ce qu'il y a un travail dans la manière dont le leader nord-coréen véhicule son image pour donner cette impression de lui-même totalement imprévisible, un peu bizarroïde, disons? Astrid, vous avez parfaitement raison. C'est quelque chose sur lequel on essaye, moi en tant que journaliste et à la Croix, essayer d'équilibrer les visions. C'est-à-dire que la question que vous posez, c'est est-ce que c'est Kim qui fait des choses qui lui donnent une mauvaise image? Ou bien est-ce que les médias ne regardent que ça ou ne voient que les choses de façon négative? Il est clair que les médias internationaux occidentaux, ne connaissant que très peu de choses sur la Corée du Nord, sa psychologie, son histoire, ses traumatismes, ses blessures du passé, ont toujours décrit ce pays et ce régime comme diabolique. Ça a été diabolisé. Et très sincèrement, ce n'est pas une volonté de la part du régime nord-coréen de donner cette image diabolique. Eux, ils ont leur agenda, ils ont leur volonté d'arriver à un but donné qu'ils se sont fixés, survivre et ne pas être attaqués, justifiant ainsi tout le système nord-coréen. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti quand j'y étais au mois d'octobre, c'est-à-dire que la propagande partout sur les murs, les grandes affiches qui sont finalement pour nous très exotiques, les grands missiles, les canons, la bombe atomique, finalement c'est des messages pour toute la population, pour motiver tout le monde et se défendre. Ça a toujours une raison d'être. Et ça n'est pas dirigé avant tout pour l'extérieur. N'oublions jamais que c'est pour l'intérieur d'abord, mais que nos interprétations, c'est-à-dire que l'ignorance génère le fantasme. Et le fantasme, ça ouvre les portes à tous les délires. Et donc, souvent négatifs. Mais il n'a pas besoin, il n'a pas fait ces essais nucléaires, ces tests, il ne l'a pas fait pour se donner une mauvaise image. Il a son plan. Et en tout cas, dans son pays, pour ce que tu as pu voir quand tu étais là-bas, cette image à travers les films de propagande, les affiches et autres, elle véhicule quelque chose de positif. Exactement. Dans la population nord-coréenne, si tant est qu'on puisse dire que tu as pu les approcher, en tout cas, tu as ressenti ça. Oui, mais c'est-à-dire que dans le cadre nord-coréen, dans ce que j'appelle cet écosystème de façon illusoirement fermée, c'est-à-dire pour la population c'est fermé, mais la Corée du Nord n'est pas si isolée que ça dans le monde. Elle a plus de 150 relations diplomatiques dans le monde. Il ne faut pas oublier ça. Mais en réalité, les gens du berceau à la mort sont bercés de propagande. Donc, ce qu'on leur donne, c'est évidemment ce que le régime veut bien leur donner pour nourrir l'idée d'un leader tout-puissant qui s'occupe d'eux comme un père. Ils sont dans leur pays comme c'est une famille. Lui en est le père. Il est là pour protéger la population. Et le nucléaire est destiné à les protéger. Donc tout le monde doit faire les efforts. Et sa stratégie aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une des explications de l'évolution diplomatique depuis janvier, c'est de dire maintenant que je me suis protégé avec la bombe d'agression extérieure, je veux renforcer encore les réformes économiques. Ce que j'avais vu au mois d'octobre, il a fait des réformes économiques déjà depuis 5-6 ans. Alors, rien à voir avec évidemment les réformes à la chinoise, mais c'est un début, alors qu'avant lui, c'était pas 6 réformes économiques, c'était pas encore ça. Mais là, il ne veut plus que son peuple souffre de faim et que la condition de vie s'améliore, en fait. Donc, pour que ces réformes aient lieu, il a besoin de sanctions qui soient assouplies, voire de lever des sanctions. Exactement. Il peut y arriver ? Je dirais qu'en partie, même avant le sommet, il y est déjà un peu arrivé, parce que, en ayant fait les concessions nécessaires depuis le mois de janvier, libération des prisonniers américains, l'arrêt des tests, l'arrêt des missiles, et là, la destruction du site, ses alliés chinois et russes, et le frère sud-coréen, considèrent qu'il a déjà fait des avances énormes et que... Mais pas le Japon, visiblement. Alors, le Japon, c'est l'ennemi
aussi héréditaire. Je rappelle, il faut quand même savoir qu'avant l'ennemi américain, l'ennemi japonais est primordial, puisque le Japon a colonisé la péninsule pendant 40 ans, de 1910 à 1945, et que les Nord-Coréens, évidemment, ont aussi le Japon dans le collimateur avant les Américains. Donc, tous les essais qu'on a vus de missiles de courte et moyenne portée, voilà, ça passait quand même pas loin du Japon, et ça venait en mer, dans la mer intérieure. Voilà. Donc effectivement, les Japonais avaient toutes les raisons de se sentir plus vulnérables, évidemment, que les États-Unis. Et ce que redoute le Japon, puisqu'on parle du Japon aujourd'hui, c'est que Trump sacrifie la sécurité japonaise, c'est-à-dire que les États-Unis demandent à la Corée du Nord de se débarrasser de ces missiles intercontinentaux qui touchent les États-Unis, mais ne disent pas grand-chose sur les missiles à courte portée et moyenne portée. Et là, les Japonais sont pas très bien placés, ce qu'on peut comprendre. Ils seront là, les Japonais, à Singapour? Non, pas officiellement. Et les autres pays que tu as évoqués, la Russie, la Corée du Sud, enfin les voisins, la Chine évidemment. Est-ce qu'il y aura des délégations? Est-ce qu'ils vont jouer un rôle? Alors, pas directement. Il y aura les deux délégations officielles américaines, nord-coréennes, qui logeront dans deux hôtels différents et qui se rencontreront dans un troisième hôtel. D'accord, très isolé, une petite île très exclusive, etc. Mais évidemment, on sait qu'il y aura à l'ambassade, puisque Singapour c'est un État, une cité-État, il y a des ambassades. À l'ambassade de Corée du Sud, il y aura un service de presse qui sera organisé, qui sera mis en place, c'est-à-dire pour tous les journalistes coréens, mais internationaux, pour voir un peu ce qu'ils perçoivent des choses. Mais évidemment qu'il y aura des observateurs parallèles, à la fois de la Chine, évidemment, qui a une ambassade assez importante, et aussi des observateurs russes qui seront là, et évidemment des Japonais aussi. C'est-à-dire que là-bas, tout le monde sera un peu aux aguets, mais pas dans le cœur du sommet. Le sommet, ça va être les deux. J'ai une remarque intéressante de Marie. Oui. Marie qui nous dit il faudrait que la Corée du Nord soit acceptée par les autres pays. Est-ce que ça fait partie aussi de ses objectifs d'ailleurs? Alors, Marie, je ne sais pas ce que vous entendez par les autres pays. C'est-à-dire, est-ce que vous parlez... On va dire la communauté internationale pour faire vite. Est-ce que ça fait sens? La communauté internationale. L'ONU peut-être, je ne sais pas exactement. Oui. Je rebondis parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la Corée du Nord, en réalité, elle n'est pas si isolée que ça. Elle pouvait sembler stigmatisée par les Américains, les Sud-Coréens et les Japonais jusqu'ici, parce que c'était un ennemi communiste, mais ils ont beaucoup d'alliés en Afrique. Peut-être le nombre de représentations diplomatiques. Il y a plus de 130 relations diplomatiques dans le monde, ce qui ne veut pas dire qu'il y a 130 ambassades. Oui, bien sûr, il faut faire on peut avoir des relations diplomatiques sans avoir d'ambassade, mais ils sont très très diversifiés et qu'ils ont beaucoup de soutien en Afrique. En réalité, la Corée du Nord a été colonisée. Donc, à ce titre-là, au sein des pays non alignés, ils ont des soutiens en Afrique, ils ont des soutiens en Asie du Sud-Est, et tout ce réseau-là a été très utile pour la Corée du Nord. Quand vous dites la Corée du Nord doit être acceptée, c'est-à-dire vous allez avoir des fondamentaux politiques ou diplomatiques qui ne permettront jamais. C'est-à-dire quand vous voyez la France, la Grande-Bretagne, par exemple, qui sont sur une ligne très américaine en disant on ne peut pas laisser la Corée du Nord nucléaire, on ne peut pas laisser ce pays autour duquel toute une image négative a été construite. Donc ça, c'est des politiques et des diplomaties. Mais par exemple, le G7 là, va démarrer vendredi, demain, au Canada. Trump sera là, évidemment. Il sera face à 6 autres pays qui, pour d'autres dossiers, n'ont pas du tout les mêmes visées que lui. Est-ce que quelque part, le dossier nord-coréen de la semaine prochaine va être abordé lors du G7 et peut faire l'objet de la part de Trump de quelque chose justement vis-à-vis de ces autres pays, d'une main tendue, de quelque chose d'intéressant à suivre? Ça peut émerger, parce que le G7, on peut discuter de beaucoup de sujets. Voilà, il y a beaucoup de sujets économiques et commerciaux, évidemment. Et là, je pense qu'il va y avoir certains pays qui vont être plutôt encourageants, c'est-à-dire, vont lui dire... pacifiez, faites un effort de garantie de sécurité, et à partir de là, on a une chance de dénucléariser. C'est-à-dire que, évidemment, la Corée du Nord ne va pas dénucléariser comme ça pour les beaux yeux de Trump, il sait qu'il va faire des concessions, donc il va avoir des encouragements,
et aussi des conseils ou des avertissements en disant méfiez-vous, les Nord-Coréens sont quand même, alors après on va avoir soit ils sont fourbes ou soit ils sont très malins. Moi je pense qu'ils sont très malins et que, je dirais, tromper un Nord-Coréen c'est très très compliqué parce que même dans les affaires ils arrivent à... Mais est-ce qu'on voit par exemple un changement dans les discours des diplomates internationaux? Moi j'ai des souvenirs de ministres des Affaires étrangères français sur la Corée du Nord il y a quelques mois, qui étaient particulièrement cruels, j'allais dire, incisifs. Est-ce qu'on entend encore aujourd'hui des discours de cette nature, ou bien est-ce que chez les, j'allais dire, dans les diplomaties, dans les chancelleries, on revoit aussi la sémantique pour parler de la Corée du Nord, influencée par Trump? Moi je pense qu'elle reste encore très 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 négative. C'est-à-dire que dans les chancelleries, on dit bon, on laisse faire Trump. Personne n'est dupe en disant Trump fait ça pour lui, il va concéder le minimum, mais pour sa propre gloire, mais personne ne croit à la dénucléarisation de la péninsule. C'est-à-dire, les diplomates disent, bon, on ne peut pas imaginer que la Corée du Nord dénucléarise. Donc, c'est un peu contradictoire, mais ceci dit, personne ne propose autre chose. C'est-à-dire, les discours des chancelleries en Europe, c'est... oui, non, il faut être la pression maximum. Alors, en fait, tout le monde a suivi Trump à l'ONU pour les votes contre la Corée du Nord. Mais maintenant que Trump fait un effort, ce qui est dingue, c'est quand même la paix sur la péninsule. Il ne faut quand même pas oublier que vous avez près de 80 millions d'habitants sur toute la péninsule qui vont peut-être avoir une chance de vivre un petit peu plus en paix. Bon, si Trump, quelles qu'en soient ses motivations, arrive à faire quelque chose là-dessus, on peut quand même s'en réjouir. Et on ne peut pas préjuger de cette démarche. C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, pour boucler, c'est que ce sommet, qu'il ait lieu, qu'il existe, est déjà un succès en soi. Parce que sans cela, on en serait encore à se lancer des invectives. Il vaut mieux se lancer des invectives que de se lancer des missiles. Et il vaut mieux commencer à discuter, évidemment, de façon proche et amicale, que de se lancer des invectives. Donc, on a beaucoup avancé dans ce dossier, tout en étant prudent, parce que vous ne réglez pas 70 ans de conflit dans un contexte international avec la Chine, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, en 3 jours. Mais si c'est, je dirais, un départ vers un processus qui s'ouvre, étalé, bien calendrier, j'ai vu que si les choses se passent bien à Singapour, Trump serait prêt à inviter Kim Jong-un en Floride à Mar-a-Lago dans sa résidence. L'histoire n'est pas finie. Et non, et vous vous rendez compte que c'est peut-être possible. Voilà. Le 12 juin, mardi, ça ouvre une phase plutôt que ça ne la referme. Exactement. On va suivre ça. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir suivis pendant ces 40 minutes. Merci à tous. Merci Dorian beaucoup de t'être rendu disponible pour cet échange. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Et puis on vous retrouve prochainement. Voilà. Et dans les colonnes du journal. Et dans les colonnes du journal, avec beaucoup de choses à lire ces prochains jours et sur ce dossier nord-coréen. Évidemment sur le site lacroix.com, tu fais bien, où à partir de lundi, il y aura énormément de choses à lire, encore une fois, et à voir. Il y a aussi des vidéos autour de ce vaste sujet. Merci à tous. Merci.